Merci à l'Institut français d'avoir mis sur pied cette séance de réflexion et merci tout particulièrement à Hugues que je suis aussi content de retrouver. Euh, le petit exposé ici va porter sur la question du rapport entre le plurilinguisme et le marché du travail et la place que le français peut occuper dans ces stratégies de plurilinguisme. Je vais me permettre de lancer un petit PowerPoint dont je n'aurai pas beaucoup besoin, mais euh, euh, c'est toujours plus intéressant. Voilà. Je remercie également tous mes collègues des universités croates qui me font l'honneur de m'accueillir virtuellement. Nous allons donc parler du plurilinguisme et du français, de la place du français dans cette stratégie de plurilinguisme, mais surtout savoir comment nous pouvons envisager l'avenir de ce français. Quel est l'intérêt d'acquérir de nouvelles compétences langagières? Ça peut évidemment d'abord être la question du développement personnel. À ce moment-là, les gains que l'on escompte sont l'assouplissement intellectuel, l'enrichissement culturel, l'ouverture à l'autre. Alors, de telles motivations ont ce que j'appellerais un caractère universel. Je veux dire par là qu'elles sont indépendantes de la langue que l'on possède déjà, indépendantes également de la langue que l'on se dispose à acquérir. Mais évidemment, de telles motivations universelles ont un caractère de gratuité qui en font la rareté. Il y a évidemment des raisons beaucoup plus pressantes pour apprendre autre langue que la sienne. Et ce qui est particulièrement évident aujourd'hui, c'est que la connaissance des langues est une des conditions essentielles de la réussite sociale et de la réussite économique. C'est d'autant plus vrai qu'aucune époque autant que la nôtre n'a favorisé à une aussi large échelle l'échange des personnes, l'échange des biens. Nous voyons autour de nous, le commerce est international, les médias le sont aussi, l'Internet aussi, le tourisme, du moins quand il n'y a pas d'épidémie, le tourisme nous amène à parcourir le monde entier, et les productions scientifiques, le travail en laboratoire, et nous venons encore d'en avoir quelques beaux exemples, le travail en laboratoire est un travail toujours international, et bien sûr, il y a aussi ces migrations. Tout cela multiplie l'impact entre individus parlant des langues différentes, et du coup, ça stimule à la fois l'offre et la demande en matière de langue. Mais c'est particulièrement en matière économique que le plurilinguisme se révèle aujourd'hui un puissant facteur de progression. Ce qu'on sait sur l'origine des langues dans les entreprises européennes montre qu'en cas de compression du personnel, lorsqu'on doit se séparer du personnel, on voit que les multilingues sont beaucoup moins susceptibles de perdre leur emploi que les unilingues. Et dans un cas particulier, la Suisse, je reviendrai plusieurs fois au cas de la Suisse, qui est un laboratoire où on peut croiser les données économiques et les données linguistiques. Dans le cas de la Suisse, on a même pu chiffrer le phénomène. Quand il y a des compressions de personnel, un bilingue est en moyenne 2,35 fois moins exposé à perdre son emploi qu'un unilingue. Donc, le multilinguisme, une garantie de l'emploi. Alors, cette motivation économique, si on la compare à ce que j'ai appelé la motivation gratuite de tout à l'heure et universelle, cette motivation économique, et donc beaucoup moins universelle, dépend, la force de cette motivation dépend de trois choses. Elle dépend de la langue que l'on a déjà, car en effet, toutes ne sont pas égales sur le marché économique. Il y a des langues de moindre diffusion, qui sont porteuses de moins de légitimité. Donc ça dépend de la langue que l'on a, ça dépend de la langue que l'on entend acquérir, qui peut être plus ou moins performante sur le marché de l'emploi, et ça dépend évidemment
des objectifs précis que l'on s'assigne. Donc, le multilinguisme. Pourtant, cette question du plurilinguisme fait surgir un paradoxe. On a donc d'un côté une mondialisation qui accentue sans cesse le plurilinguisme de nos sociétés et qui affecte tout l'espace public. Je vais faire mes courses dans la rue, j'entends parler plusieurs langues. Je vais au magasin, j'entends parler plusieurs langues. Et donc, d'un côté, nous avons un univers qui est de plus en plus multilingue, et de l'autre côté, cette même mondialisation qui a suscité tous ces échanges, cette même mondialisation a affecté le marché linguistique. Elle a eu pour effet que ce marché linguistique s'est unifié jusqu'au monopole, une seule langue, l'anglais, dominant ce marché par sa puissance et sa rentabilité. Son apparente rentabilité, je vais revenir à ça. Et donc, on a ce paradoxe, c'est que l'unification du marché masque le plurilinguisme de plus en plus accentué de nos sociétés, nous empêche d'entendre toutes les autres langues que l'on écoute dans le concert de la mondialisation. Donc, il convient peut-être de dépasser le paradoxe et de se poser la question, est-ce que nous avons besoin d'une langue unique ou est-ce que nous avons besoin d'un bouquet de langues? Est-ce que la promotion économique et sociale passe par la maîtrise d'une seule langue ou par la maîtrise de plusieurs? Pour répondre à cette question, l'idéal serait évidemment de disposer de chiffres qui nous permettraient de voir s'il y a une corrélation entre la connaissance de certaines langues et le succès économique. Or, en général, les économistes ne s'intéressent pas aux langues, et d'autre part, les spécialistes en langue, pour eux, sont souvent des purs esprits qui ne s'intéressent pas à l'économie. Donc, nous avons très peu d'endroits, de lieux, de laboratoires où l'on s'intéresse à ce croisement des données économiques et des données linguistiques. Heureusement, il y a des cas où c'est possible. Pour certaines langues, notamment, il y en a une en tout cas, c'est l'espagnol, pour lequel un très grand nombre d'études ont permis de mesurer l'impact économique de la langue, parce que parler espagnol, ça rapporte de l'argent mondialement et localement. Et dans certains pays, les statistiques disponibles, je pense au Canada, je pense à la Suisse, les statistiques disponibles permettent de croiser ces données. Et je prendrai un exemple. Il est évident que ces études, je prendrai surtout l'exemple de la ces chiffres dont on dispose grâce à une série d'économistes font apparaître l'intérêt de l'anglais. C'est évidemment un résultat tout à fait attendu. Mais essayons d'être concrets pour calculer cette rentabilité de l'anglais. Là, je vais me fonder sur des chiffres qui sont rendus disponibles par François Grain, un de mes collègues à l'Université de Genève, qui est spécialisé dans l'économie des langues. Ces études permettent de montrer que la connaissance de l'anglais rapporte un supplément de revenus pour un Suisse. Ce supplément n'est pas le même selon qu'on a affaire à un Suisse allemand, à un Suisse romand, donc un Suisse francophone, ou un Suisse italien. Donc connaître l'anglais rapporte 18% de plus de revenus à un Suisse alémanique, comme vous le voyez, 10% de plus à un Suisse romand et 12% à un Suisse italophone. Dans le pays d'où je viens, on ne dispose pas de données chiffrées de ce type, mais il n'empêche que des enquêtes, et notamment une enquête que j'ai suscitée il y a un certain nombre d'années dans les grandes entreprises de plus de 50 personnes, cette enquête montre que la promotion du cadre dans ces grandes entreprises est toujours liée à un trilinguisme. C'est le minimum. Un cadre d'une telle entreprise ne peut pas progresser s'il ne connaît pas le français et le néerlandais, qui sont deux des trois langues nationales de Belgique, et s'il ne connaît pas l'anglais.
C'est le minimum, un trilingue. Bien, donc l'anglais, indispensable. Mais en revanche, le fait que l'anglais soit utile ne veut pas dire qu'il est utile partout et toujours. Le fait qu'il joue certains rôles ne veut pas dire qu'il peut jouer tous les rôles. Et en particulier, on ne peut pas affirmer que l'anglais, dans les États pluriculturels comme la Suisse, le Canada ou la Belgique, que l'anglais a rendu les langues nationales inintéressantes. Si on le croit, c'est un pur cliché. Malheureusement, un très grand nombre de mes concitoyens le croient. Euh, Mes propres enfants le croyaient lorsqu'ils étaient jeunes. euh, dans l'école où ils étaient, je les ai mis au cours de première langue néerlandais. Oh papa, papa, mets-nous à l'anglais, mets-nous à l'anglais. J'ai dit non. Aujourd'hui, ils parlent anglais, bien sûr, mieux que néerlandais, mais au moins ils ont eu ce passage par la seconde langue nationale. S'il y avait eu l'allemand dans leur école, c'est évidemment, pour des raisons que je vais expliquer, c'est évidemment à l'allemand que je les ai oubliés. Donc croire que les langues nationales sont devenues inintéressantes est une grave erreur. Et c'est de nouveau, avec l'exemple suisse, que nous allons y revenir, François Grin nous montre la forte rentabilité des langues locales. On voit que la différence en termes de revenus pour celui qui pratique ces langues, en sus de la sienne, monte à 14% pour le français, à 14% suisse alémanique, et à 17% en suisse italienne, qu'il s'agisse de la connaissance de l'allemand ou de la connaissance du français. Donc, comme vous le constatez, la rentabilité de l'allemand est nettement supérieure au suisse romand que de l'anglais. Elle n'est pas aussi grande, la connaissance du français n'est pas aussi rentable que le suisse alémanique. Excusez-moi, Jean-Marie. Jean-Marie, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez vous approcher du micro parce qu'en français, on n'entend pas très bien. Non, on n'entend pas. Voilà, Je rapproche mon ordinateur, vous me verrez d'ailleurs comme ça en plus gros plan. voilà, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Donc je disais que la rentabilité des langues nationales en Suisse était très importante et les chiffres le montrent en termes de supplément de revenus. Vous voyez qu'en Suisse francophone, Suisse romande, voit ses revenus croître de 14% lorsqu'il a une maîtrise de l'allemand, alors qu'il n'aurait cru que de 10% avec la maîtrise de l'anglais. On voit qu'en Suisse alémanique, la connaissance du français rapporte moins que la connaissance de l'anglais, mais ça rapporte tout de même. Et du côté de la Suisse italienne, il n'y a pas photo, 17% du supplément de revenus pour le Suisse italophone qui connaît l'allemand ou qui connaît le français, c'est-à-dire une performance nettement supérieure à l'anglais. Donc, nous voyons que la rentabilité des langues nationales est grande. Penser que l'anglais va permettre tout serait donc une grave erreur. Les enquêtes de François Grin montrent une deuxième chose. Elles montrent que les entreprises alémaniques utilisent le français, donc la fréquence d'emploi, cette fois-ci c'est la fréquence d'emploi. Les entreprises alémaniques utilisent le français plus que l'anglais. Donc on trouve plus de français, 39%, contre 37% d'utilisation de l'anglais. Du côté francophone, c'est un même constat. Les entreprises francophones en Suisse utilisent dans 39% des cas l'allemand et dans 36% des cas l'anglais. Deuxième constat. Il y a un troisième aussi que montrent ces enquêtes, c'est que souvent, les entreprises manquent de personnel parlant les langues locales. Les entreprises francophones en Suisse pleurent pour avoir du personnel qui parle allemand. Elles ont assez de personnel qui parle anglais. Les entreprises alémaniques pleurent pour avoir des personnes qui parlent français. Elles ont assez de personnes qui parlent anglais. Et ce constat, on peut le faire dans le pays d'où je viens également.
Nous savons qu'en Flandre, les entreprises situées en pays flamand ne parviennent pas à recruter assez de personnel compétent en français. Et il en va de même pour les entreprises francophones belges qui manquent de personnel néerlandophone. Et je ne parle pas du manque, du déficit dans d'autres langues, comme l'allemand, qui est tragiquement sous-représenté chez les cadres belges. Ces indications, ces trois types d'indications, les revenus, la fréquence d'emploi dans les entreprises, les carences sur le marché de l'emploi, ces trois types d'indications donnent un avertissement sérieux à ceux qui estiment que c'est avec l'anglais qu'on fera tout. Que pour des raisons d'efficacité, il faut abandonner l'enseignement des autres langues, et en premier lieu pour les pays dont je viens de parler, les langues nationales, sous le même prétexte d'efficacité et de rentabilité. C'est aussi un avertissement sérieux aux parents qui encouragent de tels projets. Leur représentation du marché linguistique est largement fantasmatique. Mais les enquêtes dont nous disposons, et notamment celles que j'ai montrées concernant la Belgique, c'est, je vais stopper ici le partage, j'y reviendrai, ces enquêtes montrent en outre que si le minimum minimorum pour le cadre belge était le trilinguisme néerlandais, allemand, français, on s'aperçoit aussi que la maîtrise d'une quatrième langue, l'allemand, l'espagnol, mais aussi le malais ou le coréen, représente un avantage important. Et je m'imagine qu'on peut sans peine transposer cette situation à la Croatie. Parler français ou une autre langue, en plus du croate et de l'anglais, il constitue certainement une valeur ajoutée pour les entreprises. Et choisir ce français ou une autre langue comme troisième langue permet à un élève de se démarquer par rapport à un autre qui serait seulement bilingue croate-anglais ou trilingue croate-anglais-allemand, croate-anglais-italien. Car c'est surtout, et pas seulement, car c'est partout, veux-je dire, et pas seulement dans l'état multilingue que se présentent ces situations. Parler la langue du client ou la langue du partenaire constitue toujours un avantage. J'ai connu de près jadis un ingénieur belge que son entreprise envoyait toujours en Europe centrale dans des missions économiques parce qu'il y rencontrait toujours de grands succès. Son secret, il me l'a confié un jour. Alors que ses compagnons de mission parlaient technique, parlaient comptabilité et le faisaient en anglais, lui parlait pêche à la ligne ou match de football et il le faisait en allemand. C'est donc cette manipulation du marché des langues qui permet cette progression sur le marché économique. Quelles leçons, par exemple, pour les cadres supérieurs français? La plupart des cadres supérieurs de France n'ont étudié que l'anglais, alors que 3/4 des échanges commerciaux de la France se font avec des pays non anglophones. Alors, il faut non seulement parler la langue du client partenaire, mais aussi connaître sa culture. Mais ceci est une autre histoire, mais il faut quand même l'évoquer. On ne négocie pas avec un Polonais comme avec un Italien, avec un Japonais comme avec un Américain. Il y a donc un très grand travail à faire sur les esprits. Montrer que la diversité, loin d'être une hypothèque, est aussi une opportunité. Et les exemples foisonnent, n'est-ce pas? Par exemple, la province canadienne de Nouveau-Brunswick a misé sur le bilinguisme français-anglais d'une part importante de sa population pour attirer diverses entreprises et en particulier les centres d'appel. Et aujourd'hui, le Nouveau-Brunswick est la capitale mondiale des centres d'appel. L'autre exemple qui me vient en tête, ce sont les Indes. Ce sont les compétences linguistiques des Indiens qui ont permis à l'Inde de délocaliser un très grand nombre d'entreprises américaines ou européennes. Et donc nous revenons ainsi à notre paradoxe.
d'une part, cette diversité linguistique qui semble constituer un obstacle à la libre circulation des biens, des personnes et des idées, et nous constatons que de l'autre, elle constitue un puissant argument économique. Donc, pour tous les responsables du monde de l'enseignement et de la formation, il y a un défi à relever. Éviter que tous les élèves n'aient la même biographie langagière, que tout le monde, que le francophone de Suisse, que tous les francophones de Suisse fassent du français-anglais, qu'en Croatie, on ne fasse que du croate-anglais-allemand. Les expériences existent un peu partout qui montrent l'intérêt de cette variabilité des parcours linguistiques. Bien, ouvrir l'éventail des langues, donc. Mais quelle place dans cet éventail faut-il réserver aux Français? Alors, contrairement à mes camarades de l'Institut français ou de l'AUF, je ne suis pas payé pour faire la promotion du français, je suis un universitaire. Et donc, pour répondre à cette question de la façon la plus objective possible, j'avancerai une fois de plus des chiffres. Et donc, je vais relancer le partage d'écran. De par le monde, une trentaine de pays ont le français comme langue officielle, seul ou avec une autre langue. Ces pays sont importants, mais il est évident que ce n'est pas le caractère officiel du français dans les pays qui doit être un critère pour savoir quelle est la puissance du français. En effet, d'un côté, la France, où il y a presque 100% de francophones, pas 100%, mais presque 100%, et d'autres, un certain nombre de pays d'Afrique où le français est langue officielle, mais où une très faible partie de la population pratique le français. Donc, cette disparité est telle que nous ne pouvons pas tenir compte de ce caractère officiel de la langue. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir qui sont, de par le monde, les personnes qui ont un contact important avec le français, qui ont un contact quotidien avec le français, soit parce que c'est la langue de la famille, soit parce que c'est la langue du travail, soit encore parce que c'est la langue de l'école dans laquelle ils sont. Et comme vous le savez, l'Organisation internationale de la francophonie dispose d'une cellule qui s'appelle l'Observatoire de la langue française, et tous les 5 ans, cet observatoire publie son relevé de la situation du français dans le monde. La dernière édition date, comme vous le voyez, de 2019. Elle travaille avec un réseau très important, et notamment, je fais partie du comité d'accompagnement scientifique de cet observatoire de la langue française. Une des grandes préoccupations des responsables de cet observatoire, c'est de mettre au point des critères rigoureux de comptage des locuteurs. Toujours est-il que quel est le nombre des personnes qui correspondent à ce que je viens de décrire? Parler le français tous les jours, soit parce que c'est la langue de la famille, soit parce que c'est la langue du travail, soit parce que c'est la langue de l'école. Ce groupe représente 235 millions de personnes. Mais ce rapport identifie encore un autre groupe, des personnes que l'on peut aussi qualifier de francophones, même si on peut les appeler francophonoïdes, qu'on peut qualifier de francophones. Ce sont toutes celles qui se sont appropriées la langue française au cours d'un apprentissage scolaire ou universitaire et qui sont à même de tenir une conversation en français. Si on ajoute, ils sont au nombre de 65 millions. Vous êtes assez agile pour faire l'addition vous-même. 235 plus 65 signifie donc que les francophones sont aujourd'hui dans le monde au nombre de 300 millions. C'est donc la 5e langue au monde en termes de locuteurs, après le chinois, l'anglais, l'espagnol, et suivant les estimations que l'on retient, soit l'hindi,
soit l'arabe. C'est la cinquième langue au monde, mais elle bénéficie d'autres particularités. Contrairement à l'hindi ou à l'arabe ou au chinois, elle n'est pas localisée dans une région particulière du monde. On le trouve sur les 5 continents, exactement comme on trouve l'espagnol et l'anglais sur les 5 continents. Une telle répartition favorise évidemment les échanges et l'intérêt pour son apprentissage. Et aujourd'hui, c'est la deuxième langue au monde, après l'anglais, la deuxième langue à être enseignée après l'anglais. Alors, pourquoi cette seconde place vous allez dire à cause du passé aristocratique, de la richesse culturelle, parce que c'est la langue de la haute couture, de la parfumerie, qui sont des secteurs économiques légitimes, comme l'est celui du tourisme. Paris reste une des premières destinations touristiques au monde, du moins quand il n'y a pas de pandémie. La fortune du français doit bien s'expliquer autrement. Il faut aussi l'expliquer par de nouveau, par des raisons économiques. Ce n'est pas le tout de parler du nombre de locuteurs. Il faut aussi tenir compte de ce que représente leur poids dans l'économie mondiale, en termes de pouvoir d'achat, par exemple. Or, le revenu global des francophones représente à peu près 5% du revenu des humains. Alors qu'en pourcentage de la population mondiale, les francophones ne représentent qu'entre 1,5 et 2%. Donc, en nombre, ils sont à 1,5-2%. En puissance économique, ils sont 5%. Ça veut dire, parlons clairement, que c'est une langue de pays riches. Et en effet, les pays où l'on trouve le français comme langue maternelle, la France, le Canada, la Suisse et la Belgique, sont des pays riches. Mais c'est un des grands paradoxes de la francophonie, c'est qu'on nous trouve à la fois des pays extrêmement riches que je viens de nommer, mais aussi les pays les plus pauvres du monde et qui se situent en Afrique. Donc l'avenir du français passe donc nécessairement par le développement de ces pays, un développement bien évidemment hypothétique. Donc en français, langue puissante, voyez-vous inscrit à l'écran, on peut en effet envisager une sorte d'indice global de la puissance d'une langue qui tiendrait compte de facteurs comme le produit intérieur brut des pays où la langue se pratique et le taux d'alphabétisation. C'est un indice de puissance qui a été mis au point à la fin du siècle dernier par le British Council. Or, un tel indice montre que le français, certes très loin derrière l'anglais, que l'on prend comme base avec l'indice 100, que le français est une des langues qui apparaît comme la troisième puissance linguistique mondiale, derrière l'allemand, qui a 42, qui a l'indice 42, mais juste avant le japonais, l'espagnol et le chinois, avec l'espagnol, le japonais, le chinois, le français forment un bloc de 4 langues qui devancent spectaculairement l'arabe, le portugais, le malais, le russe et l'hindi ourdou, qui obtiennent les chiffres que vous voyez sur l'écran. Mais apprendre une langue, c'est toujours avoir un projet. Autrement dit, pouvoir se projeter dans l'avenir. Est-ce qu'on peut raisonnablement investir dans le français? Autrement dit, a-t-il encore un avenir? C'est évidemment une question qu'on peut se poser tant le marché des langues a connu de soubresauts au cours de ces dernières années. Il y a eu, au cours des 20 ou 30 dernières années, de grands bouleversements partout, la fin de l'URSS, l'affirmation de la Chine, l'affirmation de l'Inde, tout cela nous laisse entendre qu'il va y avoir un réaménagement des grandes langues à l'échelle planétaire. Et il est évident que ce réaménagement a eu des effets positifs pour l'anglais. En Afrique, par exemple, la guerre dans la région des Grands Lacs a promotionné l'anglais, de même que la fin de l'apartheid en Afrique du Sud a rendu l'Afrique du Sud fréquentable et a renforcé la position de ce pays sur le continent.
Mais nous voyons que partout, il y a des changements. Aujourd'hui, par exemple, un certain nombre de républiques nées de l'éclatement de l'Empire soviétique sont désormais entrées dans l'orbite turque. Nous voyons de l'autre côté du monde, en Amérique latine, que les besoins en connaissance du portugais dans les pays hispanophones et de l'espagnol au Brésil se sont singulièrement multipliés et ont renforcé la demande dans ces langues. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des projections dans l'avenir? Toujours à la fin du siècle dernier, le British Council a fait des projections sur le marché des langues au niveau mondial et a publié ainsi un rapport de Future of English et remarqué le point d'interrogation. En gros, Gradol, l'auteur de ce rapport, prévoit des phénomènes comme la montée en puissance de certaines langues régionales, le Haoussa et le Swahili en Afrique, des langues régionales en Inde, et en tout cas, il semble indiquer que plus aucune langue n'occupera la position hégémonique qui est celle de l'anglais au début du XXIe siècle à l'horizon 2050. Alors, et le français dans ces projections? Eh bien, il y a un démographe canadien, Richard Marcoux, dans un travail publié à peu près au même moment que Gradol, qui faisait des projections sur le nombre de francophones en 2050. Et cela sur la base de deux hypothèses, l'une favorable, l'autre défavorable. Dans l'hypothèse défavorable, c'était la stabilisation des taux de naissance et c'était la stabilisation de l'enseignement. L'hypothèse favorable, c'était la croissance démographique. Ces prévisions étaient, comme vous le voyez, l'hypothèse défavorable 276 millions, hypothèse favorable 683 millions. Or, vous avez vu les chiffres de l'OIF. Nous voyons que la réalité en 2019, 300 millions, dépasse donc déjà l'hypothèse défavorable de 2050. Donc, j'ai dit que je ne me ferai pas le voyageur de commerce, mais comme il me restera peu de temps, Hugues vient de me le signaler, ben je dirais, écoutez, tous ces chiffres prouvent une chose, c'est qu'on peut continuer à investir dans le français. J'ai montré au niveau local le potentiel économique qui était le sien. Nous voyons que ce développement qui nous permet d'envisager aux alentours de 2050 1 milliard de francophones qui ferait du bloc démographique francophone le deuxième bloc après le bloc anglophone, montre que le français, cette langue que parfois l'on définit, a encore de beaux jours devant elle. Évidemment, ça pose beaucoup d'autres problèmes, y compris celui des méthodes pour apprendre les langues, mais ceci est une autre histoire et je vous laisse la raconter. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, cher Jean-Marie. Je pense que le français a un bel avenir avec des ambassadeurs comme vous, qui arrivez même à motiver des gens qui le sont déjà. Donc, c'est formidable. S'il y a des questions pour vous, on peut les prendre, les écouter. Pareil, sur le clavardage ou bien en direct, si quelqu'un a une question. En tout cas, merci pour ce très bel exposé chiffré. Donc ça, merci à François Grain. Oui, voilà. Vous l'avez déjà rencontré? François Grain, je le rencontre régulièrement. D'accord. François Grain fait également partie du conseil scientifique de l'Observatoire dont j'ai parlé. Par ailleurs, il est aujourd'hui le responsable de la délégation à la langue française qui, en Suisse romande, est l'organisme d'État chargé des questions de politique linguistique. Et nous nous rencontrons dans des cadres de coopération internationale. J'ai été à 3 reprises président du Conseil de la langue française et de la politique linguistique en Belgique francophone, dont j'ai été membre sans interruption pendant près de 40 ans. Mon dernier mandat vient de s'achever. Et donc, nous avons eu énormément d'occasions de collaborer et également sur des projets de recherche ponctuels.
Très bien. J'ai eu la chance aussi de le rencontrer après vous à Budapest. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le clavardage. Donc, pareil, si vous avez des questions ultérieurement, vous pouvez toujours me les transmettre.